Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Magali Ledieu, je suis psychologue clinicienne, thérapeute ICV, thérapeute familiale et psychotraumatologue. Donc je suis ravie d'avoir participé aussi à cet ouvrage, ça m'a permis d'aborder un sujet qui me passionne, le trauma et le traitement du traumatisme. Donc je remercie Johanna d'avoir conclu sur la transmission transgénérationnelle des traumatismes, parce que c'est exactement mon sujet. Donc il me semble que c'était important de vous présenter un cas clinique, de vous montrer dans la pratique tout ce qu'on est en train de se dire autour de la régulation, de voir comment on travaille autour de la question de la régulation des émotions, notamment dans la famille. Donc, ce que disait Johanna, effectivement, ce qui se produit régulièrement dans notre clinique, c'est parfois on est contacté pour prendre en charge des enfants. Et la symptomatologie de l'enfant, très souvent, est à aller regarder, à aller chercher dans l'histoire de vie des parents. Ce qui a été le cas de cette famille que j'aimerais vous présenter, en tout cas le cas de cette patiente que j'ai nommée Karine. Karine me contacte, donc c'est une jeune femme, elle a 40 ans, elle est mariée depuis une dizaine d'années à un monsieur qui s'appelle Paul, en tout cas que j'ai choisi d'appeler Paul. Elle est une fille qui s'appelle Solène. Et Karine me téléphone pour me demander un rendez-vous en urgence, car elle me dit au téléphone, je suis en train de devenir folle. Je perds pied et pas plus tard qu'il y a 5 minutes avant de vous téléphoner, j'étais sur le quai du métro et je me suis demandé si c'était pas mieux que je saute. Donc je la reçois à mon cabinet, effectivement un petit peu en urgence. Ce qu'elle m'explique, c'est qu'elle a des symptômes qui sont apparus il y a quelques mois, qui sont pour elle inexpliqués. Donc je donne le tableau clinique très fourni de Karine quand elle arrive. Donc Karine est en dépression, en tout cas c'est comme ça qu'elle se présente. Elle est en dépression, elle pleure au travail, elle pleure à la maison, elle fait des crises d'angoisse, des crises de tachycardie. Elle ne supporte plus la présence de collègues masculins à son travail. Pardon, excusez-moi, du coup je suis un peu perdue. La présence de collègues masculins. Elle ne supporte plus que son mari s'approche d'elle. Pardon, excusez-moi, je suis. On y est presque. On y est presque. Et surtout, ce qui lui permet de me dire qu'elle se sent devenir folle, c'est que depuis quelques mois, elle a un phénomène assez troublant, en tout cas que moi, je n'avais jamais rencontré dans ma clinique. C'est-à-dire qu'elle a des réminiscences d'odeurs, donc régulièrement dans la journée, quelques heures parfois quelques heures dans la journée. Elle a des odeurs de terre qui lui reviennent dans le nez. Alors elle m'explique que c'est un peu une terre mouillée comme en automne, un peu comme le temps d'aujourd'hui, et que parfois ça s'accompagne avec un goût dans la bouche, et qu'elle est envahie quotidiennement par ce type de manifestation, et qu'elle ne comprend absolument pas à quoi ça se relie. Donc la question c'est que transmettons ? Alors on ne transmet pas à proprement parler un trauma, c'est une erreur de langage pour le coup, on transmet l'émotion non résolue du trauma. Donc c'est-à-dire que ce qui s'est passé par exemple dans le cadre de Karine et Solène, c'est-à-dire que c'est le malheur de la mère, le malheur de Karine non résolu qui a provoqué la transmission au niveau de la génération suivante. Donc toute exposition à un choc et à un trauma provoque du stress, comme l'a expliqué Johanna. Donc c'est aussi la transmission de ce mécanisme du stress chez l'enfant. Alors par quel biais ? C'est ça qui est le plus intéressant quand même à observer aujourd'hui. Finalement, c'est qu'on sait que la transmission transgénérationnelle des traumatismes, elle se fait de manière biologique en partie. On sait que l'exposition au stress, lorsque le stress est trop long, trop prolongé et trop intense, peut créer des modifications au niveau du cerveau. En tout cas, il y a des expériences qui ont montré sur les mères, donc c'était des souris, mais des mères qui ont été traumatisées. On a observé ensuite les naissances de leurs enfants et on s'est rendu compte que les enfants avaient une atrophie au niveau cérébral. Ensuite, il y a des modifications génétiques. Donc, à nouveau, l'exposition au stress de manière prolongée va provoquer des modifications, donc non pas de l'ADN, mais de la bandelette génétique de l'ADN, c'est-à-dire de l'expression même de la bandelette génétique de l'ADN. Et on sait aujourd'hui que ces modifications génétiques laissent des traces sur 3 générations. Alors récemment, j'ai même lu une étude où ils sont en train de se demander si ça laisse pas sur 4 générations. Et ensuite, les neurones miroirs, donc ce que Johanna a un petit peu évoqué, ce qui est la dimension avec laquelle on travaille le plus en ICV, me semble-t-il. Ce sont ces neurones qui sont actifs dès le moment de notre naissance, ces neurones qui permettent finalement de se mettre à la place de l'autre, en tout cas de vivre les choses comme on le perçoit chez l'autre. Alors je vous donne un exemple.
Par exemple, si je sais pas, je lève ma main, le fait que vous observiez que je lève ma main va allumer dans votre cerveau les mêmes zones que celles qui s'allument dans mon cerveau quand je fais ce geste. Donc vous n'avez pas fait le geste, mais vous activez les mêmes zones de votre cerveau. Donc on part du principe qu'effectivement, une des raisons de la transmission, ce serait cette interaction entre la mère et l'enfant au niveau émotionnel et au niveau de ses actions. Et ensuite, évidemment, la transmission, elle se passe dans le corps à corps. Alors, évidemment, on parle très souvent de la transmission transgénérationnelle d'une mère à son enfant. Alors, la transmission, elle existe aussi du père à son enfant, hein, sauf qu'elle ne se passera pas au niveau forcément biologique et génétique, mais elle va se passer dans le corps à corps, c'est-à-dire dans la manière d'être ensemble, d'être porté, de partager en fait, des moments ensemble, dans la manière de dire ou de se taire aussi, sur ce que le père peut vivre. L'enfant en fait va se connecter à ce qui est étrange chez le parent, en fait, à l'étrangeté du parent, et donc va commencer à entretenir ce réseau et cette relation. Donc en conclusion, j'espère que ça a été assez clair. Ça ne peut pas sembler très très clair, je suis désolée, hein, mais le symptôme de l'enfant, parfois, voilà, il faut aller explorer l'histoire du parent pour pouvoir identifier ce qui se produit pour l'enfant. Et l'expérience qu'on en fait, en tout cas que moi j'en fais dans ma clinique et j'en ai fait avec cette famille, c'est que lorsqu'on traite le traumatisme non résolu du parent, on régule aussi la symptomatologie de l'enfant. Et donc, j'en reviendrai à la même conclusion que celle de Johanna, c'est-à-dire que si on répare le trauma parental, on permet en tout cas aux parents de s'accorder de façon plus optimale et donc de permettre un attachement plus sécure de l'enfant. Voilà, merci pour votre attention, j'espère que ça n'a pas été trop confus.